Salut tout le monde, c'est Aliberty et bienvenue sur la toute première vidéo de la nouvelle chaîne Aquabio. Aujourd'hui nous allons parler du poisson comme vous avez pu voir dans le titre. Alors nous allons découvrir son anatomie, sa biologie. Donc nous allons parler de son corps extérieur et intérieur en passant par le plus important, son système respiratoire. Allez, c'est parti. Nous allons commencer par le corps extérieur du poisson. Comment est-il constitué morphologiquement? Déjà, la première chose que tout le monde sait, c'est qu'un poisson a des écailles. Certains poissons n'ont pas d'écailles, mais on verra ça dans une autre vidéo. Pourquoi un poisson a-t-il des écailles? Nous allons voir ça tout de suite. Oh, pardon, désolé, j'ai oublié de lancer la voix off avec les images pour que vous compreniez mieux. Comme ça, vous aurez l'image en plein écran. Oh, pardon. Comme ça, vous aurez l'image en plein écran et vous pourrez mieux comprendre tout ce qui se passe. Allez, on se rejoint sur ma voix off. Et voilà, on se retrouve en voix off pour parler des écailles des poissons. Il faut savoir que la peau de la plupart des poissons est recouverte d'écailles qui protègent leur corps mou et leur permettent de glisser à travers les eaux avec un minimum de résistance. Elles sont enduites d'une couche de mucus gluant qui agit comme une barrière contre les parasites et les maladies. Nous pouvons voir en ce moment à l'écran une photo d'écailles prise au microscope. Différents types d'écailles existent. Nous allons commencer par les écailles placoïdes. Les minuscules écailles osseuses, dures et en forme de dents, des requins et des raies donnent à leur peau un contact évoquant le papier de verre. Elles sont aussi résistantes que le cuir, mais nous verrons cela dans une prochaine vidéo. Parlons maintenant des écailles ganoïdes. Certains types primitifs de poissons osseux, comme les esturgeons et les orphies, ont d'épaisses écailles en losange qui s'imbriquent pour former une sorte d'armure. Elles manquent de flexibilité et elles sont recouvertes de ganoïdes, substances dures et transparentes. Vient ensuite les écailles leptoïdes. C'est le type d'écailles qu'on rencontre chez la plupart des poissons, petites, souples, poussant vers l'arrière et qui se recouvrent comme les tuyaux d'un toit. Elles assurent un bon hydrodynamisme. Il y a aussi les écailles cycloïdes. Fines et molles, la surface de l'écaille cycloïde est lisse. Celle qui donne cet aspect lisse aux cyprinidés et salmonidés. Donc, cyprinidés, on peut dire le gardon, et salmonidés, la truite. Parlons des écailles sténoïdes. Les écailles sténoïdes sont ouvertes de petites pointes fines qui donnent cet aspect rugueux aux percidés, tels que la perche ou le sandre. Le cas des écailles de sardine. La sardine est un poisson téléostéen qui possède des écailles élasmoïdes. Cette famille regroupe également le saumon et le zébrafiche. Poissons dont les écailles ainsi que leur morphogénèse sont semblables à celles de la sardine. Parlons maintenant de la coloration des écailles. Il existe deux types de coloration du poisson. Les chromatophores, retrouvés juste en dessous des écailles, ont dans leur cytoplasme des pigments de différentes couleurs, en fonction du type de chromatophore. Le deuxième type de coloration se fait grâce aux iridocytes, qui sont composés de guanine. Lorsqu'elles sont présentes dans les écailles, ces cellules réfléchissent la lumière, donnant une couleur argentée au poisson. Mais tout cela, nous verrons dans une vidéo spécialisée sur la coloration des écailles et pourquoi les poissons ont plusieurs couleurs. Maintenant, parlons de la taille et du nombre d'écailles. Au cours de la vie du poisson, le nombre d'écailles ne change pas. C'est la taille des écailles qui augmente durant la vie du poisson. On peut voir sur les écailles la présence de stries. Si les stries sont rapprochées, la croissance est lente et cela forme un annulus. Il est possible chez certains poissons de retrouver leur lieu de vie à travers l'étude de leurs écailles. C'est le cas du saumon qui a pour particularité de passer une partie de sa vie en mer, puis de remonter les cours d'eau pour vivre en eau douce. Le retour d'un saumon en eau douce provoque un arrêt de croissance du corps et de l'écaille. Toutefois, pour la sardine, cette technique ne fonctionne pas. Il est nécessaire d'utiliser l'otolithe, situé dans l'oreille interne, pour déterminer l'âge du poisson. Maintenant que vous en savez un peu plus sur les écailles du poisson, nous allons parler d'une autre partie extérieure du corps du poisson qui est très importante, les nageoires, car il faut bien que le poisson puisse nager. Donc, présentateur météo, je vais afficher ici un poisson.
On va commencer par le dos. Sur le dos, nous pouvons trouver la nageoire dorsale du poisson. Nous allons descendre vers la queue, qui s'appelle la nageoire caudale. Ensuite, de la queue à la tête, nous avons la nageoire anale, la nageoire pelvienne et la nageoire pectorale. Donc voilà, je vais mettre une autre image avec les noms affichés pour que vous puissiez mieux enregistrer. Ah, j'ai l'impression d'être un prof là. Voilà. Concernant d'autres parties du corps du poisson, corps extérieur toujours, vous savez tous que les poissons ont des yeux. Donc les yeux, attention, on remet l'image du poisson. Les yeux qui sont vers ici. Les poissons ont des branchies et ont aussi des ouïes. Et on va tout de suite parler des branchies et bien sûr en voix off avec de superbes images. Attention âme sensible, s'abstenir parce qu'il y aura des vraies branchies obtenues de dissection. Donc voilà, je préfère prévenir. Allez, c'est parti, on se retrouve avec la voix off pour mieux découvrir les branchies. Alors, comment respirent les poissons? Les poissons respirent l'oxygène dissous dans l'eau grâce à leurs branchies. Les branchies sont constituées d'un squelette portant 2 fines lamelles très vascularisées. Le fonctionnement de l'appareil respiratoire. L'eau pénètre dans la bouche, il entre dans le pharynx, puis ressort soit par les ouïes chez les poissons osseux, qu'on verra tout à l'heure, soit par les fentes branchiales chez les lamproies, les requins et les raies. Les lamproies possèdent 7 paires de fentes, les requins et les raies en possèdent généralement 5 paires. Le sang est séparé du milieu extérieur par une mince membrane au niveau des branchies continuellement baignées par un courant d'eau. Cette membrane permet des échanges gazeux, le sang absorbant de l'oxygène et rejetant une partie de son gaz carbonique. Chez certaines espèces comme l'alose, le hareng ou la sardine, les branchies sont constituées d'un squelette portant des épines appelées branchysténies ou branchiospines. C'est difficile à dire, mais les mots sont écrits en dessous. Dans la cavité du pharynx, les branchysténies peuvent être très longues et très serrées, formant comme des filtres devant les fentes branchiales. Elles retiennent le plancton qui constitue la nourriture de ces poissons. Et voilà, vous en savez un peu plus sur le fonctionnement des branchies du poisson. Bouh! Maintenant, vous en savez un peu plus sur les branchies du poisson. Sans ça, il meurt. C'est très important pour lui. On va se balancer comme ça, c'est fini. Avant, je vous ai parlé des ouïes des poissons. Nous allons tout de suite voir ça. Regardez, on met une image de l'ouïe d'un poisson. L'ouïe, pas Louis XVI, hein, Louis... Oui, vous avez compris en fait. Donc, nous allons tout de suite en parler en voix off. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite après. Les ouïes désignent chez les actinoptérygiens, les actinistiens, le coléacanthe et les dipneustes, classiquement appelés poissons, les ouvertures paires situées de part et d'autre de la tête. C'est par celle-ci que l'eau qui a été aspirée et qui a traversé les branchies est évacuée grâce au mouvement des opercules. Chez les lamproies, qui ne sont pas vraiment des poissons, on parle de fente branchiale. C'est une zone vitale et fragile et donc une des zones de vulnérabilité de nombreux poissons. Les ouïes sont protégées par un opercule mobile et généralement solide chez la plupart des espèces. Certains microbes et de nombreux parasites, crustacés, vers, champignons, bactéries s'y fixent. Voilà, maintenant vous en savez aussi un peu plus sur l'ouïe. On a déjà vu pas mal du poisson. Vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai mis l'ouïe et les branchies à l'extérieur du corps. C'est parce qu'on les voit à l'extérieur aussi. Mais par contre, ce que je voulais dire, c'est que si je les ai mis à l'extérieur, c'est parce qu'à l'intérieur, nous allons voir surtout son système digestif et tous les organes qui s'y trouvent. Et nous allons attaquer tout de suite ça avec une coupe transversale d'un poisson. Bon, je vous rassure, ça va être un dessin. Je suis pas dégueulasse à ce point-là pour les âmes sensibles. Allez, c'est parti. Donc voilà l'image d'un poisson, coupe transversale en dessin. Vous avez vu? C'est pas un vrai poisson, je suis pas un sadique pour les âmes sensibles. Donc maintenant, je suis désolé, je vais vraiment pas être professionnel, mais je vais m'aider moi aussi parce que à retenir, c'est assez complexe. Bon, au fur et à mesure des vidéos, tout ira mieux. Mais comme c'est la première vidéo, je vais m'aider. Je triche. Désolé. Mais je préfère être honnête. Allez, c'est parti. Nous allons commencer au niveau de la tête qui se situe ici. Nous avons le cerveau. Toujours, comme tout être vivant, un cerveau. Ensuite, nous avons le bulbe olfactif. Voilà, j'ai réussi. Nous avons l'œil, comme on a dit avant. Bon, là, c'est l'extérieur. Nous avons la bouche du poisson qui a une langue aussi. Donc, la langue, c'est un organe intérieur.
les bronchies dont on a vu avant, le cœur, le foie, très important. Ouais, à côté du foie, nous trouvons la vésicule biliaire. Alors la vésicule biliaire, justement, on fera des vidéos sur certains types d'organes des poissons, mais je vous en parlerai après. Ensuite, juste à côté, nous avons le caecum pylori. Je ne sais pas si je le prononce bien. Nous descendons vers l'intestin. Ensuite, la gonade. L'anus pour faire caca. Désolé, j'étais obligé. Ensuite, les orifices génitaux, très important pour la reproduction. Et les orifices urinaires. Ah, il faut bien qu'il fasse pipi aussi, le poisson. Et là, vous allez dire, ah, mais il manque l'estomac, il manque d'autres trucs et tout. Bah, nous allons y venir parce que nous allons partir du dos maintenant. De la bouche, il y a l'œsophage. Juste au-dessus, la ligne rouge que vous voyez, c'est l'aorte dorsale. Donc une aorte, c'est comme chez nous, c'est une artère. Juste en dessous, le gros truc jaune que vous voyez, c'est l'estomac du poisson. Ensuite, l'espèce de péninsule qu'on voit là, qui est à côté de l'estomac, du coup, c'est la vessie natatoire. La vessie natatoire, c'est ce qu'on va voir après, c'est ce qui permet au poisson les niveaux de l'eau. Dans sa colonne vertébrale, vous voyez une ligne verte. C'est la moelle épinière comme chez nous. Donc, la plupart des êtres vivants à squelette sont munis d'une moelle épinière. Entre l'aorte dorsale et la colonne vertébrale, l'espèce de ligne marron bizarre qu'on voit là, ce sont ces reins. C'est comme chez nous, ça filtre. Donc voilà, maintenant on a vu la plus grosse partie de l'anatomie intérieure d'un poisson. Je l'ai fait dans l'ordre du dessin, donc j'ai fait en bas et en haut pour qu'on puisse suivre en même temps et correctement le dessin. Et nous allons parler de sa vessie natatoire. Qu'est-ce qu'on voit derrière moi? Une vessie natatoire, ou aussi appelée vessie gazeuse, et on va tout de suite en parler. Donc la vessie natatoire, ou vessie gazeuse, se représente comme un petit sac à parois fines rempli de gaz. Et c'est un organe pour les poissons osseux. Donc comment fonctionne-t-elle? Donc quand le poisson descend, la vessie va se comprimer avec la pression de l'eau et vider le gaz. Et quand le poisson remonte, en fait, le gaz va se dilater, la vessie va grossir en changeant aussi le volume du poisson. Nous pourrons voir un léger changement de grossissement du poisson. Voilà, c'est tout simple, c'est un peu comme un ballon d'hélium en fait. Ballon, en fait, on va le remplir de gaz, il va monter. Mais si le gaz se vide, il va descendre. Sauf que là, chez les poissons, ça se fait en fonction de la pression de l'eau. Voilà, nous approchons déjà de la fin de la vidéo, mes amis. Mais on a vu déjà les plus grosses parties de la biologie et de l'anatomie du poisson. Tout ce que j'ai pu vous expliquer aujourd'hui vont nous servir pour les prochaines vidéos. Donc, tout ce qu'on a appris aujourd'hui vont pouvoir servir pour les autres vidéos où nous parlerons des poissons. Par exemple, je mettrai en lien cette vidéo dans la description des autres vidéos. Je ne sais pas si vous arrivez à suivre. Mais si on parle par exemple d'un carnassier, on parlera surtout de ses attributs de chasse. Si on parle d'un herbivore, ses attributs pour nourrir, parce que chaque poisson fonctionne différemment. Et je trouve que ce sera très intéressant d'approfondir le sujet en fonction des poissons. Les nouvelles choses à venir sur la chaîne Aquabio, j'ai une page officielle Aquabio dont le lien est juste en dessous. Il y aura ce logo. Donc vous tapez Aquabio, sinon sur Facebook, vous trouverez ce logo là, ce sera ma page officielle et aussi une page Instagram. Mais je vous mets le lien des deux pages en dessous, dans la description. Et je vous invite à vous abonner à cette page, à liker aussi la page et à la partager un maximum, ainsi que cette chaîne. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite à tous une agréable journée, matinée, soirée, une bonne nuit. Tout dépend de quand vous regardez cette vidéo. J'espère que vous vous portez super bien avec tout ce qui se passe en ce moment. C'est dur. Allez, ciao, bye bye tout le monde. C'était Liberty pour Aquabio.